En tournée de travail dans la province du Moyen-Chari, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno a visité quelques champs de coton, de sorgho et de sésame situés sur l'axe Sarr-Kiabi. Les détails dans un instant. Ensuite, le gouvernement fait le point sur l'aide aux sinistrés du 1er et du 9e arrondissement de la capitale. À ce sujet, une réunion s'est tenue ce mardi sous la houlette du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe-Paimi Debe. Enfin, forum digital de relance économique post-Covid-19. Le forum a démarré ce matin à la Chambre de commerce. Il est placé sous le thème échange d'expériences et opportunités économiques. Voilà pour le sommaire. Il est 20h. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Au sommaire de cette édition, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a visité quelques champs de coton, de sorgho et de sésame situés sur l'axe Sarr-Kiabi. Le point avec l'envoyé spécial Nassour Noditi. Tournée en plein régime. L'usine de la nouvelle société de textile du Tchad qui vient d'être inaugurée a besoin de coton. 24 heures après la coupure du ruban inaugural, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a bien voulu s'enquérir de la disponibilité de cette matière première. Pour cela, il a effectué une descente dans un champ de coton au village Kemkata, localité située à 35 km de Sarr sur l'axe Kiabi. Grande a été sa surprise de voir les enfants au champ un mardi, jour de classe. N'abandonnez pas l'école, leur dit-il. Votre place est d'abord prioritairement à l'école, ensuite au champ pendant les grandes vacances. Le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno met ensuite la main à la pâte. Il récolte le coton fibre avec les paysans pendant une dizaine de minutes. Un geste qui met du baume au cœur des paysans. Jadis, fleuron de l'économie nationale, le coton. En tournée de travail dans la même province, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, a rencontré les différentes couches socio-professionnelles de Sarr. Retrouvons une fois de plus Nassour Noditi. Le format de la rencontre de Sarr est tout à fait différent de celui des étapes précédentes. Le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a réuni à la fois les autorités administratives, chefs militaires, leaders religieux, chefs traditionnels, jeunes, femmes et cadres de la province du Moyen-Chari. Introduisant la rencontre, le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Djiber Younous, a vivement remercié le maréchal du Tchad qui a bien voulu passer des nuits à Sarr et surtout accepter de recevoir les différentes corporations pour échanger directement avec elles. Il devait par la suite pointer du doigt le conflit agriculteur-éleveur avant de se féliciter de la matérialisation de 100 km de couloirs de transhumance dans le département de Sido. Réponse du maréchal du Tchad. Monsieur le gouverneur, récupérez toutes les armes de guerre détenues illégalement par les éleveurs. Il est strictement interdit aux éleveurs de faire paître les bétails au-delà des couloirs de transhumance et les agriculteurs de cultiver à la périphérie de ces couloirs. Je ne veux plus de la présence d'un éleveur au parc national de Manda. La divagation des animaux à l'intérieur du parc est interdite. Tout contrevenant s'exposera à la rigueur de la loi, avertit le maréchal du Tchad. La protection de la faune et de la flore est une priorité absolue. Nous devons léguer aux générations futures un pays où il fait bon vivre. Chemin faisant, le maréchal du Tchad interdit formellement aux militaires de pratiquer l'élevage. Vous êtes des militaires et non des éleveurs. Vous devez protéger la population et non constituer un danger pour elle. Faisons la différence entre le métier d'armes et celui d'éleveur. Les mêmes instructions concernant la levée des barrières, la relève et ou affectation de tous les éléments des forces de défense et de sécurité et fonctionnaires ayant mis plus de 3 ans dans une localité est réitérée ici à Sarr.
informé des agissements d'un hors-la-loi répondant au nom de Ramadan qui sévit à Korbol, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a déclaré que 30 véhicules militaires sont attendus à SAR dès ce 10 novembre. Ce fameux Ramadan sera démasqué dans sa cachette et neutralisé. Des bus flambants neufs destinés aux étudiants des instituts et universités seront livrés à SAR avant la fin du mois de novembre. En outre, la ville de SAR sera connectée à la fibre optique d'ici 2021. Il est prévu également la construction d'un centre multimédia, le redémarrage du chantier de construction du tronçon Kiabé-Singako, l'aménagement de 387 km de routes et pistes rurales, la construction à SAR d'une centrale solaire de 30 MW et le redémarrage de tous les projets et programmes en arrêt au moyen Chari. Monsieur le gouverneur, remplissez-moi les prisons de tous ceux qui s'adonnent au mariage précoce, pratiquent les mutilations génitales féminines et excellent dans la violence faite aux femmes. Je les déporterai à Korotoro pour qu'ils aillent méditer sur leur sort. Je suis sérieux et je le ferai, a martelé le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Le même langage de fermeté est tenu par le maréchal du Tchad en direction des cadres de la province. Arrêtez vos guéguerres de leadership et vos querelles politiciennes pour permettre à la population du Moyen Chari de vivre en paix, leur a-t-il recommandé. Faisant allusion à la nouvelle société textile du Tchad, inaugurée ce 9 novembre, le chef de l'État a déclaré que tous ses compatriotes doivent s'habiller des tissus issus de cette usine, en commençant par lui-même. Enfin, le président de la République a remercié du fond du cœur la population du Moyen Chari en général et celle de SAR en particulier pour leur forte mobilisation et surtout la chaleur de l'accueil. Merci Nassour Nouditi. Mesdames et messieurs, vous vous souvenez que le chef de l'État Idriss Déby Itno a inauguré la nouvelle société de textile du Tchad. Mais quel serait l'impact économique de cette industrie sur le pays? Voici à ce sujet l'analyse proposée par Adoumbaye Hortense. Fleuron de l'industrie tchadienne, la nouvelle société de textile du Tchad NSTT est un potentiel majeur qui doit jouer un rôle de premier plan en matière de textile dans la sous-région. Destinée à la consommation locale et à l'exportation, l'usine fonctionne à 100% avec du coton tchadien. Sa capacité de production est de 12 mètres de tissu par jour, soit 360 000 mètres par mois. Un produit de qualité supérieure made in Tchad qui alimentera le marché national qu'international et dont les revenus combleraient en partie le gap financier créé par la Covid-19. Une pandémie mondiale qui a imposé au Tchad, à l'instar d'autres États de la planète, des dépenses supplémentaires sur les budgets initiaux, paralysant ainsi l'économie mondiale. Le Tchad, qui regorge d'une grâce naturelle, mise beaucoup plus sur ses produits bruts pour relancer son économie. Les Tchadiens vont consommer du tchadien. Ça, faut quoi? Ça va contribuer à booster l'économie. Et ça va arrêter aussi la sortie massive des devises. Tout ce que vous portez, ce que moi je porte, ce que les autres portent, tout ce que vous voyez là, c'est venu d'ailleurs. Donc ce sont des devises qui sortent. Maintenant nous arrêtons, nos devises ne sortiront plus. Donc ça va booster l'économie nationale. C'est en France et pas que nous allons donc acheter ici même. Et aussi, nous avons de grandes capacités pour l'exportation. C'est à dessein que le chef de l'État Idriss Déby Itno, le visionnaire, a insisté sur le retour à la terre nourricière. L'agriculture, l'une des mamelles de l'économie nationale, sert aujourd'hui à relancer la nouvelle société de textile, une industrie de paille approvisionnée par le coton local et qui a cessé de fonctionner il y a belle lurette.
Avec ce nouveau départ, la culture du coton prendra une nouvelle dimension avec une rentabilité conséquente, améliorant ainsi le niveau de vie des cotonculteurs, car aussitôt convoyés vers l'usine pour transformation. Une autre opportunité qui se présente autour de l'inauguration de la NSTT ce 8 novembre par le maréchal du Tchad est la résorption du chômage. Vu le dispositif de l'usine, avec ses différentes unités de production, on estime à terme d'impact social 6 000 emplois directs avec une main-d'œuvre à 80% tchadienne. Une aubaine pour les jeunes diplômés sans emploi. De Sahara, revenons ici à N'Djamena pour parler cette fois-ci de la montée des eaux des fleuves Chari et Logono. Le gouvernement fait le point sur l'aide aux sinistrés du 1er et du 9e arrondissement. Une réunion a regroupé ce matin autour du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Debeu, quelques chefs des départements ministériels concernés, le délégué général du gouvernement et le maire de la ville de N'Djamena. Il ressort donc que la plupart des sinistrés des différents sites ont reçu l'aide gouvernementale et d'autres sont en instance de recevoir cette assistance. Les précisions avec Adoum Abdelkader. Face au débordement des eaux des fleuves Chari et Logon, l'appui du gouvernement pour parer au plus pressé ne s'est pas fait attendre. Plus de 2000 familles qui ont dû quitter leur domicile pour trouver refuge sur le site de Toukra et de Gardolé dans le 9e arrondissement ont presque tous reçu l'aide du gouvernement. Seules 80 d'entre elles sont en instance pour recevoir cette aide. J'ai fait la situation ce matin avec la direction générale en charge de la solidarité nationale et donc l'information c'est que pour le site de Tradex, il n'y a plus de ménages à servir. Sur le site de Toukra 2, que vous avez visité, je crois, en deuxième lieu, il y a déjà 500 familles qui ont été déjà servies. Ensuite, 507 autres familles, ce qui fait en tout 1007 familles. Et on m'a dit qu'il reste 88 ménages à servir. Donc... À Toukra 2, les sinistrés sont estimés à plus de 1000 familles. Là aussi, plus de la moitié a bénéficié de la solidarité du gouvernement, selon le ministre de la Santé publique. Pour ce qui est du site de Farcha, des dispositions sont prises pour assister les victimes dans les heures qui suivent. L'urgence est, selon le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, que tous ces gens soient servis. Les 88 ménages qui sont au niveau de Toukra 2, il faut qu'ils restent à servir, il faut les servir. Les 417 ménages qui sont au niveau de l'église de Gardolé, il faut les servir. Et évidemment, les cimetières, c'est une priorité. C'est une priorité dans la mesure où cela peut causer des problèmes sanitaires, problèmes avec la pandémie qui peut arriver éventuellement. On ne souhaite pas. Mais si on ne prend pas de mesures comme on a pris maintenant, là si on n'avait pas pris de mesures, on ne pourra pas faire économie d'une pandémie, ce qui serait plus grave. Pour anticiper aux éventuels problèmes sanitaires, le ministre de la Santé publique signifie qu'un comité d'assainissement est mis en place. Pour les autres actions, le délégué du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Adoum Forte Amadou, et le maire Oumar Boukar interviennent l'un après l'autre pour expliquer que des équipes travaillent d'arrache-pied pour secourir les sinistrés. Bonne nouvelle à signaler, la ministre de l'hydraulique urbaine et rurale, Tahani Mahamad Hassan, annonce que le débit des crues a baissé par rapport aux semaines écoulées, ce qui suppose que les choses pourraient revenir à la normale dans les jours à venir. Pour l'heure, le ministre d'État remercie les bonnes volontés et autres ONG pour des actions humanitaires au profit des sinistrés.
Toujours à la présidence, une autre réunion présidée par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzube Paimi-Debe, a vu la présence des ministres de l'Éducation nationale, celui de la fonction publique et des partenaires sociaux. En toile de fond, la reprise des cours dans les établissements scolaires en Djamena après la levée de la grève lancée par l'Union des syndicats du Tchad. Retrouvons une fois de plus Adam Abdelkader. C'est une rencontre habituelle entre les acteurs du système éducatif tchadien, selon le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzube Paimi-Debe. Justement, on a assisté à une convergence d'idées des participants pour ce qui est de la reprise des cours dans les établissements scolaires de la capitale après la levée du mot d'ordre de grève lancé par l'Union des syndicats du Tchad. Le ton a été donné à l'entame de la rencontre par le ministre d'État, demandant à l'assistance de ne pas se dérober de l'élan du patriotisme qui a prévalu pendant l'année 2019-2020. Vous avez appelé à la reprise déjà. Donc vous devriez œuvrer ensemble, délégation de l'éducation pour la ville de N'Djamena, ministère de l'éducation, partenaires syndicaux du système éducatif, donc défenseurs du système éducatif. Nous devrons œuvrer ensemble. Le représentant de la Confédération indépendante des syndicats du Tchad et celui de l'Union des syndicats du Tchad ont tous montré leur bonne volonté à œuvrer pour la réussite de l'année scolaire. Tout de même, ils tiennent à leurs différents points de revendication. À ce niveau, le ministre de l'Éducation nationale et celui de la fonction publique rassurent leurs interlocuteurs que le processus est en cours et que tout va entrer en ordre avant décembre. Le président du Comité national du dialogue social a lui salué l'engagement des parties prenantes pour décrisper la situation. Pour reconnaître qu'il y a un travail qui est en train de se faire, c'est peut-être pas aussi rapide que les uns et les autres souhaitent, mais toutes les ardeurs sont là pour régulariser les situations dans le meilleur délai. Les langues se sont déliées. Point de discorde entre le gouvernement et les partenaires sociaux pour le bien des enfants de l'école et des enfants tchadiens. Sachez également, avant de poursuivre cette édition, au cours de cette rencontre, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzube Paimi-Debe, a fait une annonce forte. Le SGPR a déclaré que 35 bus sont commandés pour les étudiants. En attendant la livraison, 15 bus sont loués. Je vous propose de le suivre. En attendant les nouveaux bus, le maréchal a concédé de louer 15 bus. C'est payé. Donc les 15 bus sont loués. C'est pour dire que de ces côtés-là, nous avons fait ce qu'on peut faire. Vous savez la situation dans laquelle nous nous trouvons. Les moyens ne sont pas illimités du tout. Les urgences sont nombreuses dans tous les domaines presque, mais le maréchal a préféré opérer ces choix-là. Et nous souhaitons que, au niveau du SYNEX, que vous puissiez œuvrer avec laissez-nous pour calmer un peu l'ardeur. Par exemple, hier, le rapport de police, c'est qu'il y a un bus qui est arrivé, et les étudiants disent ou bien nous allons tous, ou bien ça ne part pas. Et avec de tels comportements, évidemment, on sait qu'on ne peut pas être à 200, 400, 500 dans un seul bus. Donc, c'est des choses qui arrivent. Une entreprise étrangère implantée au pays a essayé de déjouer une mission d'inspection générale d'État. Les responsables de cette entreprise ont été présentés ce matin au procureur de la République, Youssouf Tom. Suivez un extrait de l'inspecteur général d'État, Issa Mahmoud Abdelmahmoud. Nous avons une entreprise du nom Gridwell qui a subi un redressement de
6 milliards et aussi des impayés. Elle a aussi des impayés à hauteur de 891 millions. Pour le 891 millions, l'entreprise a reconnu, elle a pris un engagement et elle a même déjà payé 200 millions. C'est une très bonne chose. Mais pour le redressement des atteintes de 6 milliards, les responsables de l'entreprise qui sont là, ils n'ont pas préféré payer. Ils ont préféré seulement soudoyer l'inspection générale d'État de la corruption, déposer 90 millions à l'équipe de mission, que je félicite à la tête l'inspecteur d'État Abakar Moussa Kallé, qui a coordonné les choses avec moi dès le départ, et on a compris que beaucoup des entreprises préfèrent corrompre les inspecteurs que de verser ce qu'ils doivent à l'État. Et donc nous avons préféré exposer cette situation à l'effet d'informer les entreprises qui sont dans notre pays ou que les entreprises nationales. Corrompre n'est pas l'objectif idéal. Corrompre, ça ne servirait à rien. Si le pays va mal, les entreprises aussi iront mal. Donc il faudrait qu'elles déposent l'argent au trésor, ce qui revient. À l'instant, l'inspecteur général d'État Issa Mahamat Abdel Mahmoud. Face à cette situation, le procureur de la République, Youssouf Tom, appelle les entreprises à se conformer aux lois de la République. Je vous propose de suivre le procureur de la République. La tentative de crime, la tentative d'un délit est punie comme l'acte lui-même et elle est prévue par l'article 78 du Code pénal. Pour notre confrère tchadien, je dirais c'est la complicité, puisque il n'est pas gérant de la société, il n'est pas actionnaire de la société, mais il est l'interprète, mais c'est lui qui leur montre la route. Donc, il y a complicité en ce qui les concerne. Donc, ces deux hommes, dès aujourd'hui, nous déclenchons l'action publique contre eux. Ils doivent être auditionnés. La procédure doit être faite. Ils seront remis à la justice pour leur appliquer la loi conformément à nos textes pénaux. Et bien sûr, malgré ça, par respect du droit de la défense, ils bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Tout autre chose, les travaux de la session ordinaire de budget de la CEMAC viennent de s'achever à travers visioconférence. Les parlementaires se sont donné rendez-vous l'année prochaine pour une autre session. Les précisions avec Nomad Mbaye Talomadi. La clôture de la deuxième session budgétaire ordinaire du Parlement de la CEMAC, Communauté économique monétaire de l'Afrique centrale, s'est déroulée en présence du président de la dite institution, Daniel Ona Ondo. Une présence qui a suscité l'intérêt des parlementaires. Certains ont saisi l'opportunité pour poser des questions relatives à la gestion financière du Parlement. Répondant aux questions des parlementaires, Daniel Ona Ondo souligne que face à la Covid-19, la situation financière n'est pas rayonnante. Il invite les députés à faire des plaidoyers auprès de leur État respectif afin que la cotisation soit versée. La session d'octobre, qui est une session budgétaire qui regarde l'ensemble des organes et institutions de la communauté de leur budget. Malheureusement, compte tenu des contraintes de cette maladie, ceci est reporté pour le mois de février 2021 pour qu'on puisse trouver le budget et faire son adoption. Les États doivent ménager leurs efforts afin de s'acquitter de leurs contributions. Les États ne libèrent pas cette TCI qui est une taxe communautaire. Compte tenu de cela, il a demandé un plaidoyer à tous les députés de voir leur ministre des Finances pour que ces montants puissent être dégagés. En mettant un terme à la session budgétaire, le président du Parlement souhaite que la santé financière de la sous-région puisse se rétablir. Je voudrais exprimer ma satisfaction d'avoir chacun dans son pays
apporter sa contribution au plan formel et matériel à la bonne tenue de nos travaux. Nous ne pouvons pas être ensemble physiquement, mais nous nous sommes retrouvés, même si c'était en virtuel, autour de cet idéal de l'intégration de l'Afrique centrale, notre sous-région, notre communauté, que nous appelons de tous nos voeux. Au cours de son discours de clôture, le président rappelle que la crise financière que traverse la sous-région appelle les États à trouver des solutions idoines pour sortir de cette mauvaise situation. La Fondation Grand Cœur a remis un important lot de vivres et de non-vivres au ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale. C'est le chef de ce département, Dr Abdoulaye Sabour Fadoul, qui a réceptionné ce don en présence du directeur général de l'ONASA. Le reportage est signé Ali Ibrahim Suleiman. La Fondation Grand Cœur exprime sa solidarité aux sinistrés des inondations de N'Djamena. Une assistance composée de 2000 nattes, de 1000 bâches, de 500 cartons de savon et de 2000 couvertures leur a été remise par la secrétaire générale de la Fondation Grand Cœur au ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr Abdoulaye Sabour Fadoul. Il s'agit par ces gestes d'alléger les peines de ces sinistrés. C'est le cœur rempli de tristesse que la Fondation vient une fois de plus apporter un peu de réconfort aux sinistrés suite aux inondations causées par les crues du fleuve Chari. Des catastrophes naturelles telles que celles-ci sont révélatrices de la vulnérabilité humaine, mais elles nous rappellent cependant le sens de l'humanité commune que nous partageons. Cette assistance ira aux ayants droit, rassure le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale. Nous gérons une autre situation de crise qui est due cette fois-ci à la montée des eaux des fleuves Chari et Logor. À toutes ces occasions, le ministère, le gouvernement, nos compatriotes ont mesuré à quel point la solidarité est un concept qui a de l'importance. Nous avons assisté à une série de secours que vous avez apportés à nos populations. Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale devait lancer un appel aux partenaires au développement et aux organisations humanitaires pour assister les sinistrés. Et puis le comité de réflexion des jeunes de la province du Chari-Bagirmi a organisé une cérémonie de reconnaissance en l'honneur de la ministre Mariam Mahamat Nour pour avoir présidé les travaux du deuxième forum national inclusif. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de la dite province, Aboubakar Djibril Aboubakar, en présence également de plusieurs invités. Les précisions de cette cérémonie avec Falambi Soulga. Les filles et fils du Chari-Bagirmi se sont fortement mobilisés pour marquer d'un cachet particulier la cérémonie de reconnaissance au maréchal du Tchad Idriss Déby Itno pour la confiance placée en leur sœur Mariam Mahamat Nour pour diriger les assises du deuxième forum national inclusif. Impressionné par cette mobilisation, le président du comité d'organisation, Mohamed Idriss, a exprimé sa reconnaissance aux fils de la province du Chari-Bagirmi. Les intervenants ont réitéré leur gratitude au maréchal du Tchad Idriss Déby Itno pour sa confiance sans cesse renouvelée aux fils de la province du Chari-Bagirmi. Au nom des ressortissants de la dite province, le garant des us et coutumes du Bagirmi, Sa Majesté Mbang Adioli Mahamat, a décerné des attestations de reconnaissance au maréchal du Tchad et à la ministre Mariam Mahamat Nour. Ressortissants du Chari-Bagirmi, réitérons notre engagement et notre attachement au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, pour son combat inlassable en faveur de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de l'émergence du Tchad. Émue par cette marque d'affection, la ministre Mariam Mahamat Nour s'est dit honorée et témoigne sa reconnaissance au maréchal du Tchad. Le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno est un homme exceptionnel.
qui a su investir sur les ressources humaines et les valoriser. Il m'a confié de grandes responsabilités très tôt, en bravant toutes les pesanteurs socio-culturelles. Et cela fait 30 ans que je bénéficie de cette confiance. La consécration était la présidence du présidium du 2e Forum inclusif. Le gouverneur de la province du Chariba-Girmi, Aboubakar Djibril Aboubakar, félicite la récipiendaire et exhorte les fils du Chariba-Girmi à accompagner leur sœur Mariam Amanour dans sa mission. Le gouverneur a saisi l'occasion pour appeler les parents à envoyer les filles à l'école. En politique, l'opposition démocratique tchadienne a animé une conférence de presse ce lundi 9 novembre 2020. Au centre des échanges, les résolutions issues du 2e Forum national inclusif et plusieurs autres questions ont été abordées à ces assises. Reportage Ahmad Ali Adi. Après sa participation au 2e Forum national inclusif, l'opposition démocratique dresse un bilan au cours d'une conférence de presse. La seule condition que nous avions posée pour notre participation était que la parole soit libre et sans restriction. Des assurances nous ont été données à cet effet, ce qui a été plus ou moins confirmé pendant les 4 jours du déroulement du forum. À ces assises, 40 places ont été accordées à l'opposition. Au niveau du présidium, l'opposition a été représentée par 6 de ses membres. Face aux journalistes, les membres de l'opposition n'ont pas perdu de vue des questions liées à la création du poste de vice-président, au maintien du Conseil constitutionnel comme chambre de la Cour suprême et à la question liée au drapeau qui n'était pas inscrite à l'ordre du jour. De façon globale, l'opposition dit avoir joué sa partition à ce 2e Forum national inclusif. C'est qu'il y a lieu de retenir des points qui n'ont pas obtenu l'assentiment de la plénière et qu'en matière politique, ce qui semble perdu n'est pas pour autant perdu. Notre gain politique est que le peuple tchadien a au moins compris notre position sur ces questions. Pour l'opposition démocratique, seul le dialogue permanent entre les acteurs politiques peut aider à résoudre les problèmes du Tchad. Et puis en bref et en image, c'est avec une profonde consternation que le président du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles, Tamita Dizingar, a appris le décès du haut conseiller Ali Gadaya, membre de la dite institution, décès survenu le vendredi 6 novembre 2020 au Soudan de suite d'une maladie. Feu Ali Gadaya est né vers 1958 à Mangalmé dans la province du Guéra, marié et père de 12 enfants. Il poursuivit ses études primaires dans cette même localité, puis secondaire au CEG d'Ati. Il fut chef de canton Moubi Zarha et ensuite membre du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles de 2018 jusqu'à la date de sa mort. En cette circonstance particulièrement douloureuse, le président, les autres membres et tout le personnel d'appui du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles adressent leurs condoléances les plus attristées à la famille, aux amis ainsi qu'à toutes les connaissances du défunt. Ses collègues membres lui garde en lui un cadre exemplaire et dévoué. Qu'Allah le Tout-Puissant pardonne tous ses péchés et l'accueille dans son paradis. N'Djamena, le 9 novembre 2020, la secrétaire générale, Madame Dinro Irène Ortomo. Et puis en page étrangère, au Mali, l'ex-président Amadou Toumani Touré n'est plus. Suivez les détails avec Foumaïda Dramon Josiano. Né le 4 novembre 1948 à Moupti, dans l'ancien Soudan français, l'ancien président malien a tiré sa révérence ce mardi en Turquie à l'âge de 72 ans. Qui était Amadou Toumani Touré? De 1966 à 1969, l'homme s'inscrit à l'école normale secondaire de Bamako où il sort comme instituteur. Il intègre ensuite l'école interarmes de Kati et rejoint le 33e régiment des commandos parachutistes.
Après plusieurs stages en URSS et en France, Amadou Touré devient commandant du 33e RCP en 1984. Il quitte son rang de militaire pour se présenter à l'élection présidentielle. Il est élu pour un premier mandat de 2002 à 2007. Puis un second de 2007 à 2012 où il fut renversé par un coup d'État de la junte du capitaine Amadou Haya Sanogo. Amadou Touré trouve refuge au Sénégal. Il rejoint son pays le 24 décembre 2017 avec l'accord de l'Assemblée nationale. En 1991, il organise la conférence nationale, puis les élections législatives et présidentielles. À l'issue de celles-ci, il remet le pouvoir au nouveau président élu, Alpha Oumar Konaré. Sur le plan international, en juin 2001, il fut l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, en République centrafricaine, après un coup d'État manqué contre Ange Félix Patassé. Aujourd'hui, l'Afrique pleure. Un homme, Amadou Toumani Touré. Enfin, voici la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce mardi 10 novembre 2020. 465 échantillons analysés, 10 cas confirmés, 7 au Mayo-Kébi Est, 1 au Mayo-Kébi Ouest, 1 au Moyen-Chari, tous contacts de cas précédents et 1 en N'Djamena. 19 guéris portant le total à 1413. 0 décès, total des décès 99, 49 malades sous traitement. Le nombre de cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 1561, repartis dans 17 provinces. La coordination nationale des ripostes sanitaires invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict des mesures barrières, notamment la distanciation physique. En cas de signes tels que fièvre, toux, éternuement et difficultés respiratoires, appelez gratuitement le 1313. Le coordonnateur national des ripostes sanitaires, professeur Choua Ouchemi. Voilà, c'est ici que se referme cette édition. C'était le journal de la rédaction. Mesdames et messieurs, merci d'être de notre très bonne suite de programme sur Télé Tchad.